Deux chiffres s'entrechoquent, 5 milliards et une arrestation unique, et l'équilibre méthodique des flux bascule en un instant mesurable. Le contraste précis entre une pression financière extérieure structurée et la réaction froide des unités loyales crée une tension nette qui redéfinit les marges de stabilité autour d'Ibrahim Traoré. Que signifie pour le spectateur cette résistance mesurée face à une mécanique d'ingérence réglée au détail près? Et pourquoi ce basculement importe-t-il réellement pour la compréhension du dispositif surveillé? Un paysage entier semble alors surgir, comme une architecture révélée par une simple variation. L'incident décrit dans les documents ne se résume pas à une anomalie isolée. Il ouvre une fenêtre rare sur la manière dont un système institutionnel réagit lorsqu'un écart chiffré se transforme en signal structurel. La valeur de cette analyse repose sur un bénéfice clair pour le spectateur. Comprendre comment une variation apparemment mineure peut modifier durablement l'architecture opérationnelle. Dans ce cadre, les rapports insistent sur l'importance de saisir les enchaînements méthodiques, observation, vérification, consolidation, qui permettent de distinguer un simple retard de synchronisation d'une dérive installée. Ce qui est en jeu ici dépasse la narration factuelle. Il s'agit de mesurer les risques systémiques créés par des flux internes soumis à des pressions externes capables d'exploiter des micro-écarts. Et une question persiste, suspendue comme un fil discret mais décisif. Si un détail suffit à faire basculer une structure entière, qu'indique-t-il réellement sur la solidité des mécanismes surveillés? Cette interrogation constitue le cœur de la promesse. Offrir une lecture ordonnée des variations détectées et éclairer les implications techniques d'un système constamment réajusté. Une anomalie seule n'explique jamais une dérive. Pourtant, les documents montrent qu'un écart de 17% dans les flux internes a suffi à reconfigurer toute la logique d'enquête. Ce mini-reveal éclaire immédiatement le cœur méthodologique. À partir du moment où la variation dépasse le seuil toléré, chaque geste technique, observation, recoupement, vérification, acquiert une portée structurelle autour d'Ibrahim Traoré. Les sources précisent alors que la compréhension de l'incident ne peut se limiter à la scène visible de l'interpellation. Elle suppose de remonter la chaîne d'ajustement successifs, signaux faibles repérés dans des déplacements atypiques, contrôles répétés destinés à distinguer irrégularités locales et fragments de schémas plus larges, puis comparaison systématique entre données historiques et flux récents. Les équipes formées aux procédures de contre-ingérence appliquent une démarche graduelle, cartographier les interactions, vérifier la cohérence des contacts, analyser les éléments matériels saisis et n'accorder à chaque indice qu'une valeur limitée tant qu'il n'a pas été croisé avec un autre. C'est cette lente accumulation, presque invisible pour un observateur extérieur, qui transforme un comportement anodin en hypothèse structurée. Les rapports soulignent également que la pression financière évoquée plus tôt n'est pas un simple décor. Elle constitue un arrière-plan technique capable de modifier la sensibilité institutionnelle. Lorsqu'un système fonctionne sous contrainte, un signal faible peut devenir un pivot analytique. Ainsi, l'apparition de numéros étrangers dans les supports saisis ne conduit à aucune conclusion hâtive. Elle sert uniquement de point d'appui pour reconfigurer la cartographie générale et isoler les zones où la cohérence commence à se fragmenter. L'ensemble dessine un parcours clair. L'incident ne naît pas d'un événement spectaculaire, mais d'une succession de vérifications discrètes qui, mises bout à bout, redéfinissent les seuils d'alerte. Comprendre ce mécanisme, c'est comprendre pourquoi le dispositif institutionnel doit constamment intégrer ses propres écarts pour maintenir son architecture fonctionnelle. Dans les premiers jours qui précèdent l'interpellation, les documents montrent que la progression de l'enquête repose moins sur un événement spectaculaire que sur le travail patient d'un petit noyau d'officiers chargés d'appliquer les protocoles de contre-ingérence. Leur rôle, strictement technique, consiste à suivre les variations qui s'accumulent autour d'un comportement jugé inhabituel sans jamais dépasser ce que l'observation autorise. Le premier micro-case apparaît lorsqu'un individu étranger circule entre plusieurs sites militaires et civils sans motif opérationnel clairement identifié. Les officiers notent une série de déplacements rapprochés, suffisamment atypiques pour justifier une surveillance discrète. Aucun élément décisif n'émerge encore, mais la répétition de ces mouvements installe une zone d'incertitude que les équipes doivent documenter étape après étape.
Un deuxième micro-case se dessine lorsque des correspondances matérielles, issues de contrôles successifs, révèlent la présence de numéros étrangers dans les supports examinés. Là encore, aucune conclusion immédiate n'est tirée. Les analystes procèdent à des recoupements factuels destinés à isoler ce qui relève d'une fluctuation ordinaire et ce qui pourrait indiquer une dérive naissante. La méthode reste inchangée. Comparer, vérifier, stabiliser. Cette approche progressive permet d'éclairer les effets précoces du dispositif. Avant toute interpellation, la structure s'ajuste déjà. Les équipes resserrent les seuils d'alerte, harmonisent les observations et cherchent à maintenir la cohérence du système. L'incident prend ainsi forme non par rupture, mais par accumulation. En somme, la logique se construit par couches successives. La cohérence naît toujours d'observations répétées. Le déclencheur survient sans fracas. Un signal faible, presque banal, devient le point de départ d'une séquence méthodiquement décrite dans les documents. Un individu étranger, déjà repéré pour ses déplacements irréguliers, multiplie les allers-retours entre sites militaires et civils. Les officiers resserrent alors le périmètre d'observation. Pas de spéculation, pas d'interprétation. Seulement une documentation précise des gestes, des timings et des contacts. Ainsi commence la mécanique, qui finira par éclairer les dynamiques institutionnelles autour d'Ibrahim Traoré. La pression extérieure mentionnée dans les premiers rapports n'apparaît pas encore ici. Seule compte la structure, une succession d'ajustements, chacun déclenchant le suivant. Les équipes comparent les données anciennes et récentes. Elles isolent les incohérences. Elles notent les écarts mineurs susceptibles d'indiquer une tentative d'influence ou de manipulation. Le processus reste froid, presque clinique, chaque détail compte, puis la tension monte. Les documents décrivent une intensification progressive, contrôle répété, vérification croisée, analyse des interactions relevées dans les registres. Plusieurs numéros étrangers émergent lors de l'examen des supports saisis. Rien n'est encore qualifié de concluant, mais la cohérence matérielle commence à dessiner un schéma. Les analystes refusent d'en déduire une intention. Ils établissent simplement une continuité factuelle. Cette prudence constitue l'armature de toute la séquence. Le climax s'installe lorsque les unités destinent de simuler un intérêt prudent envers les propositions évoquées par l'individu. L'objectif n'est ni d'accepter, ni de négocier. Il s'agit d'observer. Lentement, systématiquement. Les rapports décrivent plusieurs jours de documentation silencieuse, durant lesquels les officiers accumulent assez de fragments pour modéliser les intentions possibles. Le dispositif prend forme, un environnement sécurisé, des points d'entrée contrôlés, une chronologie étroitement suivie. Chaque mouvement vise à réduire les risques et à clarifier la structure d'interaction. Le 8 novembre devient alors la scène d'un basculement méthodique. La rencontre planifiée sert de pivot tactique. Les unités encadrent l'espace. La valise, les supports numériques, les documents physiques constituent les éléments déterminants de la phase d'exploitation. La transition est sans état. On quitte la surveillance comportementale pour entrer dans l'analyse documentaire approfondie. Ce passage est crucial car il révèle la nature systémique de l'incident et la manière dont les variations observées s'inscrivent dans un cadre plus large. Autour d'Ibrahim Traoré, ce moment donne un relief particulier à la question de la pression extérieure et de l'exploitation méthodique des failles procédurales. La rémanence, l'onde qui demeure après l'action, occupe une place importante dans les sources. Les analystes examinent le téléphone, l'ordinateur, les métadonnées, les flux financiers évoqués. Les pièces révèlent une constellation de signaux sans conclusion politique. Les contacts renvoient à des pays voisins, à certaines structures européennes, à des réseaux dont l'ampleur n'est pas déduite mais simplement cartographiée. Les équipes cherchent en la cohérence, pas l'intention. Elles tracent les corrélations, pas les motifs. Cette dernière phase transforme la compréhension initiale. L'incident ne se limite plus à un comportement suspect. Il devient une séquence structurée, articulée en 3 degrés, surveillée, vérifiée, exploitée. Le tricolon final des rapports résume l'essentiel. Aucun excès, aucun ajout, un mécanisme simplement. Ainsi se déploie la dynamique complète. Elle éclaire les tensions discrètes, les ajustements successifs et les marges de stabilité qui se reconfigurent autour d'Ibrahim Traoré. La section s'ouvre sur un glissement mesurable, un passage clair du niveau de référence aux écarts observés, cadre analytique strict,
dans lequel les documents situent l'évolution technique de l'environnement institutionnel autour d'Ibrahim Traoré. Ce mouvement baseline delta sert de fil conducteur, car il permet d'examiner 3 indicateurs chiffrés sans dépasser ce que les sources autorisent. Premier indicateur, plus 37% sur les revenus issus de l'or. Les rapports le décrivent comme un ajustement interne, non comme un résultat politique. Cet écart signale une transformation de la structure de captation potentiellement liée à une révision contractuelle ou à une réduction d'intermédiaires. Cette hausse reflète surtout un changement dans la circulation interne des ressources financières. Pour les analystes, un tel delta agit comme un révélateur précoce d'un rééquilibrage plus large. Il indique que le secteur minier réorganise ses flux, ce qui modifie indirectement les marges opérationnelles. L'environnement institutionnel, déjà sensible aux pressions extérieures, absorbe cette variation en recalibrant ses priorités économiques. Deuxième indicateur, plus 28% sur les dépenses de sécurité. L'interprétation reste méthodique. Cette progression exprime un renforcement fonctionnel des dispositifs opérationnels existants. Elle renvoie à des achats de matériel, à des ajustements logistiques ou à des formations élargies. Ce pourcentage souligne l'intensification structurée des capacités de protection nationale. Dans le cadre décrit par les documents, une telle hausse ne traduit pas une intention, mais une adaptation technique à des signaux faibles déjà identifiés lors de la phase d'observation. Les équipes doivent ainsi intégrer une demande accrue de vigilance, ce qui redistribue les ressources et recompose les chaînes d'alerte. Troisième indicateur, qu'un malentendu sur les aides extérieures conditionnées. Ce recul redéfinit les marges budgétaires et impose une réallocation interne. Les rapports en parlent comme d'un changement structurel plutôt que comme d'un choc isolé. Cette baisse modifie silencieusement l'équilibre des financements disponibles. Les analystes rappellent que ce delta ne peut être interprété politiquement. Il représente une variable exogène affectant la stabilité économique, contraignant les institutions à reconfigurer leur continuité financière. Dans un contexte où les flux internes faisaient déjà l'objet d'un examen minutieux, cette diminution ajoute une pression supplémentaire, absorbée par une réorganisation progressive des priorités. Pris ensemble, ces 3 indicateurs composent un tableau cohérent. Les variations internes et externes interagissent, redéfinissent les marges d'action et structurent la manière dont les mécanismes institutionnels s'adaptent. Les documents ne proposent aucun jugement, seulement des mesures. Ils montrent comment un système interprète ses propres écarts, stabilise ses seuils et réévalue ses ressources. Le rôle d'Ibrahim Traoré apparaît ici comme paramètre contextuel. Les données sont lues dans l'environnement où sa position rend les variations plus visibles, mais aucune conclusion normative n'en est tirée. Ce sont les flux, les deltas et les ajustements successifs qui guident la lecture. Ainsi, la dynamique quantitative éclaire la profondeur des transformations en cours. Elle révèle comment un système absorbe les contraintes et reconstruit sa cohérence à partir de simples variations mesurées. Les documents disponibles présentent 2 cadres d'analyse distincts, chacun solidement construit, et qu'il est nécessaire de restituer dans leur forme la plus robuste pour éviter tout biais interprétatif. Le premier cadre s'appuie sur une idée structurante. Dans des environnements enclavés ou dépendant de chaînes logistiques spécialisées, la stabilité institutionnelle est étroitement liée au partenariat extérieur. Selon cette lecture, la baisse de 45% des aides conditionnées constitue un signal de tension, non par jugement, mais par effet mécanique. Une diminution de cette ampleur peut affecter la disponibilité de certaines ressources critiques, perturber des services spécialisés ou imposer une réallocation interne rapide. L'argument fort de ce cadre est clair. La continuité repose sur une architecture d'interdépendance qu'il faut maintenir suffisamment souple pour absorber les chocs. Le second cadre adopte une approche inverse, mais tout aussi cohérente. Il s'intéresse à la capacité d'ajustement interne révélée par les chiffres précédents. La hausse de 37% des revenus issus de l'or, couplée à l'augmentation de 28% des dépenses de sécurité, suggère dans cette perspective un rééquilibrage structurel rendu possible par une transformation mesurable des flux internes. L'accent n'est pas mis sur l'intention, mais sur les dynamiques observables. Redistribution, recentrage fonctionnel, renforcement ciblé.
L'argument fort ici repose sur la plasticité opérationnelle d'un système capable de reconfigurer ses priorités lorsque certains leviers extérieurs se contractent. La réponse, une fois les deux cadres restitués dans leur meilleure version, se construit en croisant leurs fondements. Les données montrent que les indicateurs se déplacent simultanément, produisant des effets combinés plutôt qu'exclusifs. Les deux lectures évaluent les mêmes mouvements factuels, mais à travers des sensibilités différentes. L'une privilégie la continuité externe, l'autre souligne la recomposition interne. Ensemble, elles dessinent un système qui absorbe des variations multiples, réorganise ses marges et stabilise ses seuils selon les contraintes du moment. La synthèse ne choisit pas un camp, elle clarifie les conditions de validité de chaque hypothèse. Les données permettent de comprendre des logiques, non de trancher entre elles. La bascule commence ici. Les documents montrent que le cœur de l'enquête se déplace lorsque l'observation comportementale cesse d'être la source principale d'information. Le pivot méthodologique apparaît au moment où l'exploitation systématique des supports se saisit, téléphone, ordinateur, documents physiques, devient l'axe central de l'analyse. Les correspondances relevées, les flux repérés et les métadonnées examinées transforment l'hypothèse initiale en schéma structuré. Ce changement de focale modifie la dynamique complète. Ce ne sont plus les déplacements de l'individu qui guident la progression, mais la densité des interactions révélées par les traces numériques. Plusieurs contacts renvoient à des pays voisins ou à certaines structures européennes. Aucun lien politique n'est déduit, mais la cartographie des échanges gagne en précision. Les analystes ne cherchent pas à interpréter, ils cherchent à ordonner. Dans ce cadre, le rôle d'Ibrahim Traoré apparaît comme un paramètre contextuel, amplifiant la sensibilité institutionnelle aux variations identifiées. L'incident n'est plus perçu comme une tentative isolée, mais comme un fragment d'un ensemble plus vaste de signaux. Ce midpoint réoriente la lecture. L'affaire ne se déroule plus en surface. Elle se joue dans les données. Les informations disponibles permettent de structurer les effets de l'incident selon 4 catégories fonctionnelles, chacune éclairant une dimension différente de l'ajustement institutionnel observé autour d'Ibrahim Traoré. Les documents ne proposent d'aucune lecture normative, ils décrivent uniquement des mouvements mesurables produits par la séquence opérationnelle. Observation, interpellation, exploitation documentaire et par les variations repérées dans les flux internes. 1. Administration publique, NN. Les premiers effets se manifestent au sein des structures administratives chargées de la continuité décisionnelle. L'écart de 17% observé dans les flux internes agit comme un signal technique nécessitant un recalibrage immédiat des seuils d'alerte. Les équipes renforcent les circuits de vérification, harmonisent les observations et resserrent les protocoles de coordination. Les documents indiquent que 3 paramètres dominent: les délais de traitement, la mobilisation des unités dédiées et la stabilité du cycle opérationnel. Lorsque les variations se multiplient, ces administrations doivent absorber rapidement une charge analytique supplémentaire. Leur objectif n'est pas d'interpréter, mais de maintenir la cohérence du dispositif. 2. Entreprises et secteurs économiques, DN. Les effets se répercutent ensuite dans les chaînes logistiques et la planification interne des secteurs dépendant de flux réguliers. L'évolution des revenus du secteur aurifère, plus 37%, et la progression des dépenses de sécurité, plus 28%, modifient indirectement les coûts, les délais et la structure de distribution. Les rapports montrent que les entreprises les plus exposées doivent réviser leurs partenariats, ajuster leurs stocks ou reconfigurer certaines étapes opérationnelles. L'incident devient alors un cas test permettant d'évaluer la robustesse organisationnelle face à des variations successives. Les documents insistent sur un point: la dynamique est fonctionnelle, non interprétative. 3. Population et usage quotidien, ND. À l'échelle des ménages et des communautés locales, les effets sont plus diffus mais tout aussi mesurables. Les variations administratives ou logistiques, même si elles ne sont pas immédiatement visibles, peuvent modifier les routines, les mobilités et la disponibilité des biens essentiels. Les méthodologies décrites dans les sources, notamment les enquêtes rapides ou les relevés de prix, permettent d'identifier des micro-ajustements. Le contexte dans lequel évolue Ibrahim Traoré
amplifie la sensibilité à ces variations, sans que les documents n'en déduisent un jugement politique. Ce sont les changements observables qui déterminent la lecture. 4. Régions et zones exposées, KV. Les régions les plus sensibles se distinguent par leur capacité d'absorption. Infrastructures sollicitées, circulation économique locale, interaction avec les réseaux voisins. Selon les sources, les effets se propagent de manière variable en fonction de la densité logistique et du degré d'exposition aux chaînes en réorganisation. L'analyse vise à déterminer si les signaux restent confinés ou s'étendent vers des zones adjacentes. Les documents ne décrivent aucune intention, uniquement la diffusion possible d'ajustements techniques. Pris ensemble, ces 4 catégories composent un ensemble cohérent d'effets fonctionnels. Ils montrent comment un système absorbe des signaux successifs, réévalue ses priorités et reformule sa cohérence interne lorsque les variations se concentrent autour d'Ibrahim Traoré. Les documents disponibles permettent de modéliser 3 trajectoires possibles sur une période de 6 à 12 mois, non pour anticiper une orientation politique, mais pour structurer l'évaluation des risques opérationnels liés aux variations observées dans les flux internes, au réajustement économique et à l'exploitation méthodique des données collectées lors de la séquence précédente. Chaque scénario repose exclusivement sur les dynamiques décrites, sans extrapolation. Scénario 1, continuité maîtrisée, base. Les paramètres récemment mesurés, hausse des revenus aurifères, progression des dépenses de sécurité, baisse des aides conditionnées, demeurent stables et n'engendrent ni surcharge ni rupture des cycles administratifs. Dans cette configuration, les procédures harmonisées après l'interpellation restent la référence, les circuits d'alerte conservent leur cohérence et les unités techniques poursuivent leur travail de consolidation. Les tensions identifiées dans les étapes de vérification documentaire ne s'intensifient pas, elles restent contenues dans des marges prévisibles. Le système continue d'absorber les variations par réajustements successifs. Scénario 2. Renforcement et consolidation optimistique. Les transformations récentes s'articulent de manière fluide. Les capacités opérationnelles gagnent en netteté, les mécanismes de coordination s'affinent et la redistribution interne des ressources se stabilise. Les procédures d'examen des métadonnées, la cartographie élargie des contacts et l'harmonisation méthodologique décrites dans les rapports produisent un effet cumulatif. Les erreurs se réduisent, les délais se contractent, la prévisibilité augmente. Ce scénario privilégie une montée en efficacité sans surpression extérieure, avec un système qui renforce progressivement sa résilience grâce aux apprentissages méthodiques extraits de l'incident. Scénario 3. Contrainte accrue, worst. La contraction de 40% des aides conditionnées crée une zone de fragilité opérationnelle que les rééquilibrages internes ne suffisent plus à compenser. Les chaînes logistiques deviennent plus sensibles aux perturbations, les cycles administratifs se rallongent et les variations successives, y compris celles repérées lors de l'exploitation documentaire, provoquent une surcharge analytique. Dans ce cadre hypothétique, les coûts d'adaptation augmentent plus vite que les capacités d'absorption. Ce scénario ne prédit rien, il décrit uniquement une possibilité technique fondée sur les limites mesurées des mécanismes existants. Ainsi formulées, ces 3 trajectoires constituent un outil de lecture, non une projection normative. La recommandation essentielle consiste à raisonner en termes de transition plutôt qu'en termes de rupture. Les documents disponibles proposent une segmentation en 3 ensembles permettant d'observer comment une séquence opérationnelle, de l'apparition d'un signal faible jusqu'à l'exploitation des données collectées, se répercute différemment selon les publics concernés. Cette approche ne vise pas à interpréter l'incident, mais à structurer les besoins et les comportements observables lorsque des variations internes deviennent suffisamment significatives pour modifier des routines établies. Groupe A. Jeunes actifs et professionnels en début de parcours. Ce groupe sert souvent d'indicateur précoce des variations systémiques. Les rapports soulignent que ces acteurs perçoivent rapidement les changements dans les environnements de travail, les délais administratifs ou l'accès à certaines informations logistiques. Lorsque les ajustements méthodologiques se multiplient, les compétences requises évoluent également, ce qui incite ces publics à anticiper des réorientations ou à développer de nouveaux outils d'adaptation. Groupe B.
ménage établi, communauté locale et secteur à activité régulière. Pour ce groupe, les effets se lisent surtout dans les routines quotidiennes, disponibilité des biens essentiels, stabilité des prix, continuité des services ou fluidité des mobilités locales. Les observateurs utilisent des instruments simples, relevés comparatifs, mesures rapides, suivi des flux afin de repérer les micro-variations. Aucun jugement n'est formulé. Seules les fluctuations mesurées structurent l'analyse. Les comportements s'ajustent au rythme des signaux repérés. Groupe C, acteurs externes ou mobiles, diaspora, partenaires techniques, structures hors territoire. Les documents mettent en avant l'importance des échanges continus et de la circulation de l'information. Les interactions révélées lors de l'exploitation documentaire servent ici de repères. Elles montrent la densité des réseaux et la manière dont les acteurs mobiles adaptent leurs pratiques lorsque le contexte se reconfigure. Leur priorité demeure la stabilité des canaux et la lisibilité des procédures. Prises ensemble, ces trois perspectives soulignent une même logique. Chaque groupe réagit selon sa position dans le système, non selon une interprétation. L'ajustement précède toujours la conclusion. Les documents disponibles montrent que la structuration d'une feuille de route n'a pas pour objectif de produire une orientation normative, mais de transformer une observation isolée en capacité durable d'apprentissage institutionnel. Dans un contexte où les variations internes, y compris celles repérées autour d'Ibrahim Traoré, exigent des ajustements précis, cette organisation en 5 axes permet de clarifier les priorités sans dépasser les données. Axe 1. Consolidation des mécanismes de surveillance. L'enjeu consiste à intégrer les flux existants, définir des seuils d'alerte et garantir que les signaux faibles soient traités avec régularité. Les indicateurs utilisés concernent la synchronisation des données, le temps de détection et la cohérence des vérifications. Axe 2. Optimisation de la gestion des ressources essentielles. Les rapports décrivent une cartographie fine des capacités, l'identification des dépendances critiques et l'importance de maintenir la continuité opérationnelle. Les évaluations portent sur la disponibilité des stocks, la redondance logistique et la mobilité des équipes techniques. Axe 3. Communication interne et sensibilisation. Les structures concernées mettent en place des modules de formation, des outils de coordination et des campagnes d'information destinées à réduire les erreurs opérationnelles. La mesure se fait via la clarté des messages, la stabilité des circuits et la participation des unités. Axe 4. Partenariat technique. Les documents mentionnent l'harmonisation des protocoles, la mutualisation des ressources et le renforcement des coopérations. Les critères évalués incluent la fluidité des échanges et la rapidité d'exécution. Axe 5. Évaluation continue et amélioration régulière. Des audits périodiques permettent d'ajuster les priorités, de vérifier l'efficacité des mesures et d'extraire les enseignements opérationnels. Ce cycle renforce la capacité d'absorption lorsque les variations se multiplient. Ainsi, la feuille de route devient une méthode. Ordonner, vérifier, réajuster, puis stabiliser. Le motif qui traversait déjà les premiers micro-cas, ces gestes discrets, répétés, consignés avec précision, réapparaît ici comme une ligne de force reliant l'ensemble du parcours analytique. Les documents montrent que ce ne sont ni les événements spectaculaires, ni les ruptures visibles qui structurent l'évolution du dispositif, mais la capacité du système à apprendre de ses propres traces. Ce fil méthodique, amorcé bien avant l'interpellation et renforcé lors de l'exploitation documentaire, éclaire la manière dont les structures ajustent progressivement leurs seuils, leurs procédures et leurs priorités. Autour d'Ibrahim Traoré, cette dynamique prend d'une résonance particulière. Chaque variation détectée, chaque comparaison effectuée, chaque cohérence retrouvée devient un élément d'ancrage pour comprendre comment un environnement institutionnel se stabilise sous contrainte. Rien ne dépasse les sources. Pourtant, leur articulation progressive révèle un mouvement continu, presque silencieux, où l'analyse façonne la maturité du système. Ainsi, le parcours ne se lit pas comme une succession d'incidents, mais comme un apprentissage en couches successives. Ce motif, déjà visible dans les premières observations de terrain, revient en conclusion pour rappeler que la solidité ne naît jamais d'un instant isolé. Elle se construit par accumulation. La cohérence se gagne toujours par vigilance patiente.